commencer. Voilà, mon nom est Vincent Cameron-Trudel. Je suis à l'équipe du Credo. Là, j'ai joint l'équipe en tant que conseiller en développement durable des territoires. Et puis, j'ai été engagé en fait pour accompagner les MRC là, dans l'intégration des OGAT 1 et 2 dans leur révision du schéma d'aménagement. Donc, en guise de contexte, là, j'ai un baccalauréat en écologie et puis une maîtrise en urbanisme. Fait que ça m'aide un peu à voir les deux côtés là, de la chose. Et puis, ben, aujourd'hui, on parle des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, que je vais simplifier par OGAT. Là. Tout le monde, je pense, est familier avec le terme. Donc, et voilà, les OGAT, c'est pour tous ceux qui travaillent en aménagement. Là. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas dans le domaine de l'aménagement, mais ceux qui travaillent dans le domaine de l'aménagement sauront là, que c'est que l'aménagement du territoire et l'environnement, c'est vraiment des notions qui sont, qui peuvent pas être dissociées là, aujourd'hui. Donc, ils sont indissociables, il y a un mot pour ça. Voilà. Et puis, ben, en fait, pour le webinaire, on va garder les questions peut-être plus pour la fin. Vous pouvez peut-être les poser dans le chat. Ma collègue Raphaël et mon collègue Étienne pourront peut-être répondre en cours de route si on les réponses. Sinon, on prendra les questions à la fin. Et puis, je vous demanderai aussi simplement de garder le micro fermé pendant la présentation. Voilà. Partager mon écran. Commencez ça. Ça va bien. OK. Est-ce que vous voyez bien la présentation? On voit ton deuxième écran, je pense, avec les petites slides. Vous. OK. Comment je fais pour vous mettre sur le mode présentateur? Attendez un petit peu. Hein. Ça ici? Oui, c'est bon. OK. Excellent. Je suis pas bonne diapositive, ça part bien. OK. Donc, ben voilà, j'ai déjà fait l'introduction. Aujourd'hui, là, on a 6 points à couvrir. Le plus gros point vraiment va être le point 5 qui met l'emphase sur les OGAT 1 et 2, particulièrement l'OGAT 2. Donc, je ne passerai pas à travers les points ici. Et en gros, pour ceux qui ne le savent pas, là, le Credo, on est un des conseils régionaux de l'environnement. Dans, il y en a 16 en fait dans différentes régions du Québec. Et puis, on a été fondé en 1990, le Credo. On travaille là, en tant qu'interlocuteur privilégié auprès du ministère, le MEL-CCFP. Et puis, on a un mandat là, de couvrir les enjeux environnementaux, mais de manière à travers les démarches de concertation. Donc, il y a différents groupes, différents membres qui composent le Credo d'horizons variés. Et puis, ben, c'est ça, on couvre différents sujets au niveau de l'environnement, tant la lutte au changement climatique, développement durable, conservation, biodiversité, etc. Donc, pour ce qui est du contexte, euh, tout d'abord, là, un petit disclaimer là, pour dire que bon, la présentation parle des OGAT, mais aussi de l'approche du credo. Donc, il y a des éléments complémentaires, donc qui apparaissent pas nécessairement aux OGAT. Et puis, l'idée, c'est de lancer les discussions et les réflexions sur les sujets de l'aménagement du territoire, puis de l'intégration, de la révision du schéma, l'intégration des OGAT dans ce document de planification-là. Et puis, de bien comprendre l'interaction entre les différents sujets, entre les différents OGAT. Donc, toutes les OGAT ne sont pas regardées, examinées en détail. Et puis, on va quand même aller dans certains faits saillants pour chacun des OGAT, puis voir en quoi ça nous concerne là, dans le cadre de notre mission d'accompagnement. Donc, pour un petit contexte, disons, de la démarche au niveau provincial, on a la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire qui a été... Bon, là, on va voir le timeline le plus bas, l'échéancier, mais de la politique nationale a découlé un plan de mise en œuvre et du plan de mise en œuvre euh, découlent les OGAT.
Donc, ça a tout été fait au palier provincial. Et puis, dans le principe de la concordance, en fait, ce qui est déterminé par le gouvernement, ce document sur les orientations gouvernementales, doit être intégré là, par concordance dans les autres paliers gouvernementaux. Donc, ici en Outaouais, là, on n'a pas de communauté métropolitaine, donc on saute directement. Là, les OGAT doivent être intégrés dans les schémas d'aménagement des MRC, donc les municipalités régionales de comté. Et puis, une fois que c'est intégré, ça doit aussi passer là, par concordance dans les plans d'urbanisme et les règlements d'urbanisme municipaux. Et puis, éventuellement, ça s'applique comme toute autre loi là, aux citoyens et citoyennes, personnes morales. Donc, juste, ça se ressemble un petit peu, là, mais c'est juste un échéancier, là. La politique nationale a été adoptée en 2022 et puis le plan de mise en œuvre en 2023, duquel découlent les OGAT qui ont été mises en vigueur en 2024 vers la fin de l'année, là, donc le 1er décembre 2024. À partir de ce moment-là, les MRC ont 3 ans pour intégrer ces orientations-là dans leur schéma d'aménagement. Donc, ils doivent faire le processus de révision du schéma d'aménagement. Et puis, nous, c'est ici qu'on s'intègre. On accompagne les MRC pour les OGAT 1 et 2, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça va se produire là, du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2027, cette adaptation-là des schémas d'aménagement. Et ensuite, là, les municipalités, une fois que le schéma d'aménagement est en vigueur, les municipalités ont 2 ans pour l'intégrer dans leur plan d'urbanisme et leur règlement d'urbanisme. Ça, c'est si tout va bien, puis il n'y a pas de délai dans les démarches. Donc, je passe directement aux opportunités là, de cette démarche-là. Le schéma d'aménagement là, à l'échelle régionale, c'est vraiment le véhicule par excellence, si ce n'est pas le seul, en fait, pour assurer une cohérence qui est régionale. Pour intégrer les différentes planifications, on va en parler un peu plus bas là, des autres planifications, et puis pour établir une vision commune et forte, là, donc une cohérence, comme je l'ai dit, à l'échelle régionale aussi. Donc, ici, je vais juste traiter un petit peu de certains réflexes là, qu'on peut avoir en tant que citoyen ou employé dans cette chaîne-là voyons, j'ai oublié mon mot, d'avoir concordance, excusez-moi. Donc, dans cette suite de concordances-là, on peut voir un petit peu les lois comme étant euh, c'est très prescriptif, là, donc obligation, interdiction. Mais ce que je veux qu'on approche la question aujourd'hui, c'est plutôt en termes on est tous là, dans le même bateau, là, à l'époque dans laquelle on vit avec les enjeux climatiques, mais il faut changer ce paradigme-là, cette vision qu'on a. Donc, c'est vraiment de travailler ensemble là, vers un objectif commun. Et puis, ça prend l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des secteurs doivent s'impliquer là-dedans. Donc, c'est un peu là, de souligner l'importance de ce qu'on peut faire et non de ce qu'on est contraint à faire. Puis, ben, c'est ça, on a aussi tout le monde à toutes les échelles. J'ai travaillé aussi dans le secteur municipal, donc, puis autant pour le citoyen que la municipalité, le côté monétaire, le financier est toujours une contrainte. Donc, malgré ça, je tiens quand même à ce qu'on garde un esprit ouvert à travers cette démarche-là pour qu'on puisse en fait explorer les possibles, là. Ma présence aujourd'hui, financée par le gouvernement notamment et la communauté Kitigan-Dibien-Nishinabeg, ben, est la preuve qu'il y a des solutions à la concertation, puis il y a des ressources qui existent, qui sont offertes comme ça, ben, dans ce cas-ci au MRC gratuitement. Donc, passons ce premier réflexe de manque de budget ou de, de complexité. En fait, des fois, c'est le budget, c'est le temps, c'est autre chose, mais allons peut-être chercher les ressources. On peut travailler ensemble, combiner des ressources ensemble pour atteindre nos buts. Donc, c'est un peu de passer d'obligation à avoir une vision proactive. Donc là, j'ai parlé un petit peu plus tôt de planification intégrée. Euh, la première, là, je dirais, c'est la vision. La vision de la MRC, je pense que c'est un élément crucial.
Ça permet de mobiliser les acteurs, de les motiver, euh, surtout si est fait, bien entendu, en concertation, de ce qu'on encourage toujours. Donc, et puis ça oriente les réflexions et ça les justifie aussi, ça justifie les actions qu'on va prendre. Donc, de développer une vision vraiment cohérente et en concertation, c'est une super bonne idée. Et puis, de mettre à jour cette vision-là, si elle est désuète ou si elle commence à dater, c'est une bonne chose à faire. Sinon, il y a d'autres planifications qui existent, là. Les OBV, par exemple, font des plans directeurs de l'eau. Nous, au Credo, on travaille sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, il y a la liste, là, je ne les lirai pas tous, mais dans le document des OGAT, bon, on dit justement que c'est important d'intégrer ces différentes planifications-là. Il y a deux astérix, le plan climat qui n'est pas spécifiquement mentionné, mais qui serait important aussi à intégrer dans cette réflexion-là. Et puis, tous les plans d'urgence également. Ce qui est important à comprendre, c'est que il y a plusieurs de ces plans-là qui sont interreliés. Et puis, de les intégrer, dans le fond, au schéma d'aménagement, ça permet en fait, on peut intégrer ces cibles-là directement au schéma d'aménagement, puis en faire des cibles conjointes, là. On peut aussi, avec cette intégration-là, adapter les affectations, les usages et les normes en conséquence. Donc, c'est vraiment d'utiliser des ressources qui existent déjà, qui peuvent permettre d'aller plus loin dans les réflexions, puis d'avoir finalement une vision plus large, complète et holistique, et qui va aussi, par le fait même, rendre le document plus peut-être pertinent et durable dans le temps. Donc, le rôle du Credo dans cette démarche-là, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais on accompagne gratuitement les MRC de l'Outaouais pour intégrer les OGAT 1 et 2 dans leur schéma d'aménagement. L'aide est offerte là, est rendue possible grâce au gouvernement du Québec qui nous finance dans le plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, et puis grâce aussi à la communauté Kitigan-Zibi-Anishinaabe dans le cadre de leur projet Kijimaninan. On va en parler un petit peu plus tard, là, vers la fin, en fait, en quoi consiste ce projet. Donc, notre approche, là, vraiment, avec les MRC, c'est une approche qui est adaptative en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, euh, pour les MRC qui sont participants, en Outaouais, bien entendu. Et puis, on souhaite avoir une approche qui est bienveillante. euh, donc, on veut c'est- utiliser la science pour faire avancer les réflexions, puis que ce soit vraiment une approche qui est responsable. On veut que ce soit une démarche qui soit intégrée, donc avec les différents acteurs, les différents partenaires scientifiques. Là, j'ai parlé de tous les gens qui ont créé les différentes planifications. Donc, ça aussi, de travailler de concert avec ces experts-là. Et puis cohérente, une démarche cohérente à travers les acteurs, à travers les différentes échelles, MRC, municipalité, puis aussi province. Et puis cohérente à travers les enjeux de notre ère. Là, je parlais des enjeux climatiques ou environnementaux de façon générale, qui sont super importants à considérer en aménagement. Donc, ici, on rentre là, dans les éléments clés pour les OGAT, en fait, sur lesquels je ne travaille pas, mais qui sont pertinentes quand même à prendre en considération. Là, on voit que les 9 OGAT ici, là, j'ai simplifié le texte. Si vous voulez voir vraiment les titres et les descriptions complètes, là, je vous encourage à aller voir sur le site du gouvernement. Il y a tous ces détails-là. Donc, de manière générale, là, en fait, je vais juste décrire là, les OGAT 1 et 2 rapidement, sur lesquels on va parler un petit peu plus tard, là. Donc, OGAT 1, c'est ce qui est résilience, adaptation au changement climatique et sécurité de nos milieux là, de vie. Et puis, l'OGAT 2, c'est la conservation, les ressources en eau, là, c'est plus côté milieu naturel. Donc, sinon, pour ce qui est d'un un point, un fait saillant, et en fait une nouveauté aussi, là, c'est les indicateurs. Les indicateurs doivent être intégrés dans les schémas d'aménagement, et puis il y a trois niveaux différents. Et en fait, le premier indicateur, c'est l'indicateur stratégique. C'est un indicateur, ce sont des indicateurs qui sont obligatoires et
est en fait prescrit par le gouvernement. C'est comme un peu le minimum là, qu'ils veulent avoir comme information. Ensuite, il y a les indicateurs régionaux. Ça, c'est aussi obligatoire, mais ceux-là sont déterminés par les MRC. Donc, les MRC sont d'ailleurs accompagnés là, euh, par l'ODO, qui est l'Observatoire de développement des... J'ai oublié le terme, l'acronyme. L'Observatoire du développement de l'Outaouais, qui est piloté par l'UCO. Donc, voilà. Et l'UCO accompagne l'Outaouais, les Laurentides et la Montérégie, là. À cet effet-là, on est en contact avec les trois régions, on est en contact ensemble avec l'ODO pour qu'on allie notre stratégie puis qu'on ait une réflexion concertée. Et puis finalement, là, le troisième niveau d'indicateur, c'est le facultatif. Comme son nom l'indique, il est facultatif. Et c'est déterminé également par les MRC. Ça permet de couvrir peut-être certaines spécialités là, ou certaines caractéristiques uniques au territoire. Donc, si vous voulez faire un suivi plus spécifique sur certains enjeux qui vous touchent particulièrement ou qui sont importants pour vous, c'est ce moyen-là que vous avez d'en faire le suivi. Sinon, d'autres faits saillants intéressants, ce sont la démarche, en fait, qui est proposée de faire des portraits, de ces portraits-là, d'établir des cibles avec des objectifs et des délais là, pour les accomplir, de faire le monitorage et puis de faire des ajustements. Donc, c'est vraiment une boucle rétroactive là, d'amélioration. Puis également de veiller à la conformité avec certaines planifications. Ça, on en a parlé, là, les plans directeurs de l'eau, PRMHH, etc. Il y a aussi la collaboration avec les communautés autochtones qui sont des partenaires, en fait, avec des connaissances qu'on n'a pas nécessairement, et puis d'autres points de vue. Donc, c'est aussi un point qui est super important à avoir, là, cette concertation-là, l'intégration dans les réflexions des communautés autochtones. Donc, de retour à notre petit schéma, on va sauter à l'OGAT 3. En agriculture, un fait saillant que j'ai fait ressortir, ben, qui s'est ressorti en fait à mes yeux, c'était de concilier le développement des activités agricoles et la conservation des milieux naturels. Donc, juste là, pour faire le point, la conservation, ça ne veut pas dire cloche de verre. Donc, c'est important de ne pas, de pas partir en passe directement. Euh, mais en gros, mais c'est ça, c'est comment l'un et l'autre peuvent entrer en synergie puis peuvent s'encourager. Dans le GAT4, euh, qui touche la consolidation, que je l'ai simplifié, là, c'est en gros consolider les milieux de vie et la mobilité, et ça traite de mobilité durable. Donc, c'est un peu d'optimiser les milieux de vie pour être moins dépendant de la voiture, et puis d'éviter l'étalement urbain. En fait, c'est ça, c'est un peu les points saillants qui ressortaient, là, de mieux planifier le développement, des milieux déjà développés plutôt que de développer ailleurs, et puis de réduire la dépendance à la voiture. On s'attend à ce que 70% de la population ait accès à au moins 4 services de mobilité durable, là, éventuellement. Donc, en fait, ces points-là, ce dernier point-là est important dans la consolidation là, pour la protection, la conservation des milieux naturels, puis s'assurer que ce qu'on a, ce soit protégé et puis ça puisse nous rendre des services là, par après. On parlera de services écologiques un petit peu plus tard. Sinon, pour le GAT5, que j'ai simplifié par milieu de vie, c'est vraiment, bon, ça parle de caractéristiques distinctives du milieu et la qualité des milieux de vie. Donc, pour un des points importants, c'était d'accroître le verdissement et l'accès à la nature et d'améliorer la gestion durable des eaux pluviales, la GDEP. Donc, encore une fois, le gouvernement lui-même là, s'est fait référence à l'importance du verdissement pour la qualité des milieux de vie. Donc, c'est vraiment un point qui est incontournable. Et puis, préserver et mettre en valeur les composantes culturelles. Pourquoi je l'ai souligné celui-là, c'est que ben, autant pour les communautés autochtones qu'allochtones, ben, la nature a une grande importance au niveau culturel, là. Donc, pour le tourisme notamment, les activités chasse-pêche, etc. là.
c'est vraiment un point qui est important aussi, tant en aménagement qu'en environnement. Le GAT 6 traite du dynamisme plutôt économique, là. Donc, c'est de prévoir le développement économique au bon endroit, encore une fois, pour ne pas dégrader les milieux naturels qui existent ou pour ne pas les perturber, là. Ben, soit les détruire puis s'installer dedans ou les perturber par notre activité. Planifier l'aménagement pour éviter les territoires d'intérêt écologique, là, les TIE. Je vais en parler plus tard de ça, mais en gros, c'est des milieux naturels d'intérêt, là. Donc, planifier l'aménagement pour ne pas développer dans ces milieux-là. Favoriser l'accès au public au plan d'eau. Donc, encore une fois, super important pour notamment l'OGAT 1, l'adaptation au changement climatique. L'accès public au plan d'eau, ça permet de se rafraîchir, notamment en période de canicule. Et puis, favoriser la mise en valeur et l'aménagement durable des forêts. Donc, les forêts, ben, l'aménagement des forêts est important aussi. On parle beaucoup d'espèces exotiques envahissantes ces derniers temps, là. C'est un enjeu qui est bel et bien présent. Donc, de faire un aménagement euh, durable, ça l'aide à contrer ces phénomènes-là. Donc, pour les OGAT 7 à 9, il y a peut-être un petit peu moins d'interaction, là, mais bon, pour le GAT 7, c'est la mine et la cohabitation avec les autres usages. Donc, déterminer les territoires incompatibles avec l'activité minière. Et puis, identifier les activités sensibles et planifier en conséquence. Donc, encore une fois, peut-être de prévoir, là, d'éviter les interactions négatives entre cette activité économique-là et puis la conservation du territoire. Le GAT 8 parle du territoire public, notamment là, de valoriser et faire l'utilisation durable du territoire public. Donc, c'est d'assurer en gros la cohérence des aménagements et des usages contigus, privé et public, là, c'est assez de base là, ce qui est demandé. Ben, en tout cas, ce qui ressortait ici, là, qui était pertinent à mentionner. Et puis le GAT 9 parle de la mise en valeur du potentiel éolien. En fait, moi, j'élargirais la réflexion aux énergies renouvelables de façon générale, là. Je pense que c'est important à faire. Donc, c'est d'identifier des territoires. Puis vous verrez dans mes descriptions, des fois, c'est des. En tout cas, j'ai modifié un petit peu le texte, là. Donc, si vous voulez voir le texte original, encore une fois, je vous réfère au document gouvernemental. Mais ici, c'est d'identifier les territoires. Moi, je vais changer pour incompatibles avec les développements des énergies renouvelables. Donc, c'est de voir, par exemple, en cas d'éolienne, c'est peut-être pas bon que ça soit à proximité d'une réserve d'oiseaux migrateurs ou que ce soit, par exemple, dans un paysage culturel ou touristique, d'importance touristique, d'avoir une fermée solaire, c'est pas bon non plus. Donc, de réfléchir à tout ça, puis voir comment c'est interconnecté là, entre les différents enjeux, notamment avec l'enjeu environnemental ou touristique. Et puis, donc, c'est ça. Un peu comme je viens de le mentionner, on parle de l'implantation au bon endroit et puis d'assurer la cohérence avec la planification en temps public. Donc, le plus gros point là, de la présentation, c'est les OGAT 1 et 2. Avant de commencer, là, c'est juste un petit extrait du dernier rapport là, du GIEC qui dit que pour atténuer en gros, atténuer les changements climatiques et pour respecter là, des limites de réchauffement planétaire de 2 à 1,5 degrés, il faudrait investir annuellement 3 à 6 fois plus que ce qu'on le fait présentement. Donc, le message, c'est pas, c'est pas nécessairement juste qu'on en fait pas assez, là. C'est pas moralisateur, mais c'est juste que, en fait, l'idée, c'est d'agir de façon stratégique. Et puis, je vais en parler un petit peu plus ici, là. Alors, Logat 1, c'est, je l'ai simplifié par adaptation et sécurité. Ça va comme suit. Assurer la résilience des communautés par le renforcement et l'adaptation au changement climatique et l'accroissement de la sécurité des milieux de vie. Donc, l'objectif 1.1, c'est adapter les milieux de vie au changement climatique. Puis, un des points qui ressortait directement écrit dans le document, c'est de privilégier les solutions fondées sur la nature.
Donc ça, c'est un peu la stratégie que je mettais de l'avant là, dans la dernière diapositive, c'est que je vais passer directement au bas ici, là, c'est les solutions fondées sur la nature, ça utilise la puissance de la nature pour protéger la société, les écosystèmes et la biodiversité. Donc, contribue aussi à la fois à la lutte, donc à la prévention des changements climatiques et puis à l'adaptation. Donc, c'est vraiment la solution qui est privilégiée dans le document des OGAT et que moi aussi, j'en profite pour vous proposer là, aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers un peu avec ça. Donc, c'est juste de souligner leur importance là, de cette approche-là. Puis l'objectif 1.2, c'est renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des communautés par la réduction des risques et des nuisances. Donc là, risques et nuisances, on parle tant de contraintes naturelles qu'anthropiques. Euh, bon, anthropiques, c'est peut-être déjà des choses avec lesquelles on est familier, puis j'irai pas nécessairement dans les détails. Dans mon approche, je me vois pas aller dans les détails vers ça, sauf que me préoccupe des nuisances anthropiques quand elles ont une interaction avec l'environnement. Fait que quand les changements climatiques exacerbent les contraintes anthropiques, ou par exemple dans les cas où les contraintes anthropiques ont un impact sur la nature, comme la pollution lumineuse ou autre chose. Donc, ce qui ressortait et qui était vraiment intéressant là, de cette OGAT-là, c'était déjà dans leur texte, là, on ressentait ils mettaient en lumière là, la boucle rétroactive. Encore une fois, c'est pas nécessairement de l'information la plus récente, mais la boucle rétroactive entre l'aménagement du territoire et les changements climatiques. Notre rapport au territoire, notre aménagement du territoire provoque les changements climatiques. Et puis, les changements climatiques affectent nos aménagements. Donc, c'est un cycle négatif là, qu'on doit renverser. Et puis, bon, il y avait les éléments aussi de prise en compte du climat actuel et projeté. Donc, c'est sûr qu'avec ce cycle-là, bon, les choses vont continuer à s'empirer jusqu'à temps on, on s'adapte puis qu'on réajuste le tir. Donc, c'est important de prendre en considération là, ce qui s'en vient parce que c'est ça, il va y avoir des enjeux un peu plus graves encore ça va s'empirer un petit peu pendant un petit bout. Et puis, l'autre point, c'était de saisir les opportunités parce qu'effectivement, ben, euh, quand on, quand on a des citrons, ben, on peut faire de la limonade, là, c'est avec les températures qui augmentent, par exemple, la saison de production de l'agriculture est plus grande. Fait que c'est juste important de saisir cette opportunité-là si on le peut, là. L'OGAT 2, qui est vraiment pour moi le cœur de tout ça et qui relie pas mal toutes les OGAT. Donc, c'est d'assurer la conservation des écosystèmes et de miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Donc, en gros, le GAT 2, moi, je le vois comme des solutions fondées sur la nature, en gros, à l'échelle de la MRC, là. Donc, c'est l'objectif 2.1, conservation des milieux naturels d'intérêt. Donc, on va parler c'est ça, de conservation ici. L'objectif 2.2, c'est contribuer à la résilience des écosystèmes. Et puis là, ça ne paraît pas dans l'objectif, mais en fait, c'est ici qu'on va parler d'un nouveau sujet, là, la connectivité, nouveau sujet en réglementation, là, du moins. Et puis l'objectif 2.3, assurer la pérennité et la protection des ressources en eau par une gestion intégrée. Donc, à travers là, cette portion du document des OGAT, il y avait certains éléments qui ressortaient là, que j'ai transférés en équation. Mais en fait, je ne vais pas passer dessus parce que je vous en présente une que je pense qui est un petit peu plus complète dans quelques diapositives. Donc, notre approche, c'est vraiment de mettre en valeur là, l'interconnexion puis la résilience. Donc, l'humain puis sa société là, fait partie de la nature. On n'est pas dans un monde parallèle, donc ce qui est autour de la ville affecte la ville, puis est affecté par la ville. Donc, on est vraiment dans une situation de dépendance. Et puis, c'est ça, dans le fond, nos aménagements, puis ce qu'on fait, notre rapport au territoire s'inscrit là, dans les écosystèmes, puis dans les processus naturels. Et puis, dans une perspective durable, finalement, l'ensemble de nos activités économiques et leur santé sont dépendantes de la santé des écosystèmes. Euh, Par exemple,
Par exemple, pardon, avec une meilleure biodiversité, on peut avoir une meilleure présence de pollinisateurs, puis les pollinisateurs pollinisent les récoltes en agriculture. Si on a juste un pollinisateur puis qui tombe malade par un maladie, un champignon, etc., une année, ben là, on se trouve à être un peu pris à la gorge, alors que s'il y a 5 espèces qui font cette pollinisation-là, puis il y en a une qui est malade, ben il y en a 4 autres qui peuvent fournir ce service-là. Donc, pour ce qui est de la planification, c'est de mettre en évidence les dépendances, comme je viens de le faire un petit peu, dépendance des sujets ou des activités traitées aux OGAT, traitées dans les schémas dans les chapitres des schémas d'aménagement, et puis de mettre en évidence leur succès et leur résilience avec la santé de l'environnement, parce qu'il y a des liens profonds qui les unissent. Et puis, pour ce qui est des normes et règlements, ben, c'est l'importance d'adapter des mécanismes de co-construction transdisciplinaires. Parce que souvent, ben, en tout cas, pour en avoir écrit un petit peu dans mes vies précédentes, c'était fait, tu sais, en silo, là. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher différentes parties prenantes, différentes expertises pour avoir une vision complète, là, tant en environnement que sur les volets sociaux, économiques, etc. Et puis s'assurer aussi de l'applicabilité, là. Donc, que les gens qui vont devoir appliquer cette réglementation-là puissent bien la comprendre et qui aient contribué à la développer. Et puis donc, bien entendu, là, comme un tout bon organisme de concertation, on encourage le travail avec les partenaires. Donc, l'idée, c'est ça, comprendre notre relation à l'environnement, d'être responsable et d'être stratégique par rapport à ça. Euh, donc, et aussi de ne pas voir, tu sais, par exemple, les, en tant que citoyen des villes ou en tant que ville, les MRC comme étant l'ennemi, là, on travaille tous vers un même objectif commun, là, et puis c'est notre pérennité. Donc, travailler ensemble, ça va nous aider à atteindre cet objectif-là, puis on va tous en bénéficier, là. Donc, la co-construction, ça inclut l'entraide, consultation entre les villes, entre les services, entre les employés, entre villes MRC. Puis c'est ça, changer nos relations, pas être en opposition, mais être en travaillant en commun. Donc, notre approche, en fait, en équation, c'est celle-ci. Puis ça, c'est un des messages peut-être les plus importants là, que je peux vous passer dans ce webinaire-là. C'est les démarches de conservation, encore une fois, qui ne sont pas des cloches de verre, mais qui sont importantes pour l'environnement. Et les démarches qui vont se faire avec le nouveau sujet de la connectivité sont importantes et bénéfiques pour la biodiversité directement. Et puis, ce que fait cette biodiversité-là, j'en ai donné l'exemple avec l'agriculture, mais elle va rendre les écosystèmes plus résilients, pas juste l'agriculture, mais les écosystèmes. Et puis, elle va fournir des services écologiques, comme la pollinisation. Puis, cette résilience et ces services écologiques-là vont finalement servir notre société. Donc, ils vont améliorer notre résilience. Juste quelques petites statistiques, là, c'est l'Institut climatique du Canada qui a donné ces deux statistiques-là, mais il estime, l'Institut, que dans les scénarios d'émissions élevées d'ici la fin du siècle, le PIB du Canada serait inférieur de 12% par rapport au scénario de stabilité climatique. Donc, c'est ça, c'est un impact direct de nos activités versus la productivité euh, économique là, d'un pays. Et puis, pour chaque dollar qui est dépensé aujourd'hui dans des mesures d'adaptation, on gagne jusqu'à 15 dollars en économie là, dans les années à venir. En économie et en avantages directs et indirects. Donc, le GAT, là, on va se pencher toujours sur le GAT 2, mais par objectif. Donc, le premier objectif, 2.1, c'est la conservation des milieux naturels d'intérêt. Pour chaque objectif, il y a des attentes. Et donc, l'attente 2.1.1, c'est de déterminer les territoires d'intérêt écologique. J'en ai fait mention là, un petit peu auparavant. Euh,
Pour être clair, en fait, c'est que les territoires d'intérêt écologique, c'est un peu un méli-mélo. Et puis, bon, il y a au total 36 désignations qui rentrent là-dedans. Ils sont divisés en deux groupes. Donc, il y en a un territoire d'intérêt écologique avec statut de protection ou de conservation. Donc, 21 désignations qui se trouvent là-dedans. Vous voyez des exemples ci-dessous. Et puis, les territoires d'intérêt écologique sans statut. Et puis, ça comporte là, une quinzaine de désignations. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne réflexion sur ce que ça représente, là, en fait, parce que je vous l'ai dit, c'est un méli-mélo, donc les territoires d'intérêt écologique n'ont pas le même objectif, n'ont pas la même valeur de protection. Donc, c'est important pour chacune des MRC de sélectionner, d'être en concertation d'ailleurs avec les municipalités sur son territoire, de sélectionner celles qui sont pertinentes au niveau local, là, régional local. Ensuite, il y a le- l'attente 2.1.2. Ben oui, excuse, que j'ai oublié de mentionner, en fait, là, dans l'attente 2.1.1, il faut identifier les menaces qui risquent et les risques qui touchent les territoires d'intérêt écologique. Donc, ça aussi, là, ce ne sera pas les mêmes selon les territoires d'intérêt écologique qui seront prioritaires, là. Donc, faut avoir cette réflexion qui va varier selon ce qu'on priorise. Euh, L'attente 2.1.2, c'est d'établir des moyens de conservation. Puis, on veut, dans le fond, déterminer des affectations et des normes cohérentes avec les territoires d'intérêt écologique avec statut, donc ce duo, et puis prévoir des moyens de conservation pour les territoires d'intérêt écologique sans statut. Et puis, en gros, là, je parle en bas d'aire de conservation, là, mais ces milieux-là qui seront conservés jouent un rôle un peu d'organe, là. Comme dans un corps, ils fournissent des services qui sont importants. Puis plus tard, en fait, pour la connectivité écologique, ben, le lien, c'est un peu le réseau, voyons, le réseau sanguin, là, le réseau de circulation euh, qui alimente ces différents organes-là, puis qui les garde en santé, puis qui leur permettent de fournir des services. Donc, encore plus en détail, ben, toujours par rapport à l'objectif 2.1, un petit peu plus en détail, à gauche, c'est ce qui est demandé par les OGAT, puis à droite, c'est ce qui sera comme en démarche complémentaire, disons. Donc, dans les OGAT, il n'y a pas de cible de conservation en termes de superficie de conservation du territoire. Donc, je vous en parle, je le mets en évidence là, parce qu'il y a une démarche qui se fait à l'échelle du Québec, donc qui est d'atteindre 30% de conservation du territoire québécois d'ici 2030. Et puis, cette cible-là, on ne sait pas comment elle va se répartir en pourcentage exactement dans les régions. Donc, éventuellement, tu sais, ce qui se passe au niveau provincial sera à intégrer au schéma d'aménagement, mais je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi l'horizon de ça. Donc, peut-être que ce ne sera pas associé ce schéma-ci si la démarche n'est pas assez avancée au niveau provincial. Ce sera peut-être dans la prochaine révision du schéma d'aménagement. Sinon, pour les OGAT, on a la conservation qui est abordée de manière assez large et flexible via les territoires d'intérêt écologique. Là, je vous ai dit, c'est différent, un millimélo de conservation, disons. Donc, pour les démarches complémentaires, ben, c'est ce que je vous ai parlé en haut du 30% de conservation du territoire. En fait, le gouvernement du Québec inclut dans ce 30%-là les aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces, les AMCE. Et puis, ces aires-là doivent avoir comme objectif premier ou indirect la conservation, ou bénéfice indirect plutôt, la conservation de la nature. Donc, il n'y a pas ces mêmes cibles-là là, au niveau des territoires d'intérêt écologique dans les OGAT. C'est sûr que c'est une volonté que ça ait cet impact-là, mais ce n'est pas une obligation. Les réflexions là, régionales à avoir, ben, c'est comment les démarches gouvernementales que je vous parle, puis celles de la révision du schéma d'aménagement peuvent entrer en synergie et en complémentarité. Euh,
Ensuite, c'est comment recouper les besoins. Tu sais, tantôt, je parlais d'intervention stratégique, puis ça va revenir ce mot-là, parce que comment est-ce que par un geste de conservation, est-ce qu'on peut atteindre plusieurs objectifs? Fait que peut-être que en, en voulant conserver un site où il y a des occurrences d'espèces menacées et vulnérables, on vient aussi on vient aussi protéger les sites de prélèvement d'eau. Donc, ou en favorisant une connectivité, en conservant un milieu en connectivité écologique, puis on favorise également la mobilité durable. Donc, c'est pour ça que je parle de réflexion holistique, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser finalement chaque geste de conservation pour obtenir un maximum de bénéfices. Puis finalement, il y a aussi l'identification et la priorisation des territoires d'intérêt écologique en fonction des besoins, parce que comme je l'ai dit, là, sont pas tous égaux, donc c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes impacts. Donc il va y avoir une réflexion à faire à ce niveau-là sur ce qui est prioritaire chez vous. Toujours l'objectif 2.1, c'est prévoir dans les OGAT, là, toujours à gauche, les OGAT, prévoir des affectations et des normes cohérentes avec les TIE, territoires d'intérêt écologique, avec statut. Donc, bon, cette démarche-là, il va falloir qu'elle soit faite excusez-moi, alors qu'elle soit faite en conformité avec les lois provinciales, là, bien entendu, parce que ceux qui viennent avec un statut ont toutes ou probablement toutes déjà des normes à faire respecter là, dans ces lieux-là. Et puis sinon, ben, c'est de travailler avec les MRC et les autres acteurs du territoire, là. J'ai écrit communauté de pratique, ça, c'est les gens qui font le travail équivalent à ce que je fais dans les autres régions du Québec. Mais en gros, c'est ça. Pour avoir ces affectations-là, prévoir ces affectations-là, ben, il va falloir qu'il y ait un peu de consultation à travers les acteurs du territoire. Et puis, même chose pour prévoir des moyens de conservation des territoires d'intérêt écologique sans statut. Faut qu'on s'entende là, ensemble entre acteurs. Pour ce qui est de l'objectif 2.2, qui est de contribuer à la résilience des écosystèmes, c'est là qu'on parle de connectivité. Donc, on favorise le maintien de la connectivité écologique et son rétablissement pour assurer la pérennité des espèces. Puis là, ça s'inscrit là, dans l'équation que je vous ai présentée tantôt, là, comme la pérennité des espèces va servir à renforcer la résilience des sociétés, ben, de la nature et de la société. Donc, il faut déterminer les corridors d'intérêt écologique et puis prévoir des usages compatibles avec ces corridors écologiques-là. Et puis, encore une fois, là, les corridors écologiques, c'est non, pas non plus une cloche de verre. Il peut avoir des activités qui se produisent dedans. C'est simplement de réfléchir à comment est-ce que l'activité qui s'y produit est compatible avec la connectivité ou encourage ou du moins ne nuit pas à la connectivité écologique. Et puis l'attente 2.2.2, c'est de limiter la fragmentation du couvert forestier de manière à contribuer à la connectivité et à maintenir des services écologiques. Donc le couvert forestier est reconnu là, comme étant vraiment important pour la connectivité dans ce document des OGAT-là. Et puis, ben, ça demande de dresser le portrait du couvert forestier. Puis là, le point suivant, en fait, c'est de maintenir à 50%. Donc, si, par exemple, une municipalité est à plus de 50% de couvert forestier sur le territoire terrestre, elle devra maintenir ce couvert forestier-là à 50% et plus. Donc, si la municipalité a un couvert forestier entre 30 et 50 ben, et 49 elle devra maintenir un couvert forestier d'au moins 30. Et puis, si c'est en deçà, ben, elle va devoir trouver des moyens pour le rétablir à au moins 30. Donc, on demande de prévoir des moyens de protection des rives élargies également euh, pour favoriser la connectivité. Donc, ça, c'est des questions qui vont devoir être débattues et faites des réflexions qui vont devoir être faites en concertation.
Donc, plus en détail, là, les objectifs 2, toujours à gauche les OGAT, à droite les démarches complémentaires. L'identification des corridors écologiques n'est pas encore encadrée dans le document des OGAT, mais il y a un document d'accompagnement qui va s'en venir, qui va être publié par le gouvernement à cet effet-là. Fait que gardez l'œil ouvert là, à cet effet. Et puis, dans les démarches complémentaires, ben, nous, le Credo, on est en train de développer une méthode scientifique là, pour établir le réseau de connectivité à l'échelle de l'Outaouais. Donc, c'est un travail là, qui se fait toujours en concertation. Les MRC sont intégrés dans ces réflexions-là. Le Credo est d'ailleurs il préside le GTCO, là. Le GTCO, c'est le groupe de travail Connectivité Outaouais. Donc, c'est eux, là, sous le projet Kidimanan de la communauté Kitigan-Zibi, excusez-moi, je bafouille. Euh, c'est, c'est là qu'il y a des réflexions, puis des comités scientifiques même qui aident à faire pousser les réflexions pour la connectivité. Et puis, il y a du travail qui est fait aussi avec le, l'IQC, qui est, c'est parce que je présente que je me rappelle plus de mes acronymes, là, mais en gros, qui est l'Initiative québécoise Corridor écologique, voilà. Et puis la communauté de pratique, là, mes équivalents dans les autres régions. Donc, tout ça, il y a des réflexions à y avoir, là. Encore une fois, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, qui vont pouvoir aider. En fond, moi, je vais pouvoir faire le lien là, entre ces groupes-là de plus de recherche et de réflexion, de production de données, et puis les MRC qui doivent les intégrer. Donc, je vais être le pont là, avec ça, puis ça nous fera plaisir d'échanger là, en groupe. Et puis aussi, là, dans ce qui est corridor écologique, ben, l'agencement des échelles, parce que c'est pas à une seule échelle, puis on va en parler dans la prochaine diapositive. Euh, mais c'est ça, il y a l'agencement des échelles pour les corridors écologiques, et puis en fait l'anticipation avec les municipalités. Là, s'il y a des gens qui travaillent justement dans les municipalités aujourd'hui, j'espère que ça ne vous fait pas peur, là, toutes ces nouveautés-là, toutes ces questions-là pour lesquelles la science est en cours de développement. Mais ce qui est intéressant, puis ce qui est important aujourd'hui, c'est juste de vous dire que vous avez au moins 5 ans pour commencer à entamer les réflexions, vous tenir au courant, puis développer des stratégies, collaborer avec les MRC pour voir comment ça peut être possible là, dans les différents contextes d'aménagement. Donc là, j'ai parlé d'échelle des corridors écologiques. J'en ai identifié 4. La première étant continentale. Euh, donc, on parle aussi principalement là, des grands processus migratoires qui sont là, qui sont inclus à cette échelle-là. Donc, c'est vraiment quasiment plus des données qu'une structure physique, là. Après ça, il y a l'échelle, j'ai appelé nationale, euh, qui est un petit peu plus rapprochée, puis qui, ici, là, on voit qu'il est constitué tu sais, des réseaux d'air protégés. Ça inclut les parcs nationaux, les habitats fauniques, etc. là-dedans. Encore une fois, là, ça commence à devenir un petit peu plus concret quand même, là, mais ça reste peut-être plus difficile en termes de réglementation là, si on pense au niveau régional ou municipal. Puis ensuite, il y a la question justement régionale ou sous-régionale, là, la connectivité régionale. Donc, ben c'est ça ici, là, ça parle de zones tampons, ben de noyaux de conservation avec des zones tampons, de différents types de corridors. Il y en a des linéaires, en mosaïque ou pas à pas. Donc, ça va dépendre, ce qui est proposé peut dépendre des objectifs ou des espèces qui sont visées. Puis là, ça commence à prendre forme là, sur quelle stratégie il y a à y avoir. Et puis, d'ailleurs, la cartographie qui est faite pour le sud du territoire par le Credo euh, met bien quand même en lumière ce type de de phénomène-là. On ne parle pas encore de type de corridor, mais on voit les noyaux de conservation puis les chemins qui sont les plus propices pour les relier. Puis à l'échelle municipale, ben, ou sous-municipale, là, il y a
des corridors qui sont ça a une portée très concrète. Là, on parle de terrains spécifiques et puis tu sais, de lotissement. Donc, on a vraiment une meilleure idée de comment ça s'articule à l'échelle de la ville. C'est des aménagements concrets. Puis il y a un exemple en bas, là, ça n'a pas besoin d'être toujours ça, la moyen de connecter. Mais ça, c'en est un, tu sais, le passage phonique au-dessus des routes. Mhm. Est-ce qu'il y avait une question? Ou non? Ok. Donc, je poursuis avec les objectifs 2.2. Il y a à faire la détermination des affectations compatibles avec les corridors écologiques. Donc, encore une fois, là, cons- en fait, les affectations, euh, les usages et les normes également. Donc, tu sais, par exemple, ce qui peut encourager la connectivité, c'est pas nécessairement un passage phonique comme on l'a vu là, à la diapositive précédente. Ici, c'est peut-être simplement que dans un milieu crucial, c'est de retirer les clôtures. Donc, il y a des outils réglementaires qui peuvent encourager la connectivité. Donc, pour déterminer ça, en fait, là, le credo à travers le GTCO, on travaille avec différents acteurs et experts là, sur la question. Puis il y aura encore une fois de la concertation à y avoir entre secteurs, notamment le secteur d'activité. Et puis, ce sera de développer une stratégie réglementaire. Là. J'ai nommé un exemple, la clôture, par exemple, mais il y aura plusieurs exemples qui pourraient être mis de l'avant. Pour favoriser la connectivité et en même temps le maintien des activités sur place. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est l'aménagement ou l'aspect conservation, connectivité n'est pas en opposition à une activité et une exploitation du territoire, mais doit se faire de manière synergique. On a j'avais parlé du maintien et rétablissement du couvert forestier dans les OGAP, c'est mentionné. Et puis encore comme dans les démarches complémentaires, bon, il y a de la concertation à faire. Le credo, en fait, on veut tisser des liens là, avec les agences forestières et les groupements forestiers sur les territoires forestiers privés là, pour voir comment agencer justement leurs pratiques avec la conservation ou dans ce cas-ci, en fait, la connectivité écologique. Et puis, c'est ça, de développer des stratégies de conservation, de restauration et d'approche réglementaire avec toutes ces parties prenantes-là. Toujours dans les OGAT, on encourage la création de passages phoniques. Donc, ça, c'est dans les démarches complémentaires, là, on encourage à déterminer les corridors écologiques avec le travail qu'on fait euh, en se basant sur la science là, pour que les interventions qui seront faites, comme s'il y a un passage phonique qui est créé, il faut qu'il soit fait au bon endroit. Euh, et puis tu sais, pour quelles espèces il s'adresse, où on le fait, en quel nombre, s'il y a d'autres mesures d'accompagnement de ce passage-là qui doivent être mises en place, mais ça prend des données. Donc, c'est sur quoi on travaille au Créteau. D'ailleurs, on va faire de la validation terrain là, du travail de connectivité qu'on fait. Et puis, le dernier objectif, le 2.3, c'est d'assurer la pérennité et la protection des ressources en eau par une gestion intégrée. Donc, en fait, je vais refaire le lien. Là. J'ai parlé de solutions fondées sur la nature plus tôt. Donc, je pense que pour cet enjeu-là, c'est vraiment important d'envisager, de prioriser les solutions fondées sur la nature parce qu'ils auront des bénéfices et des co-bénéfices variés, multiples. Donc, pour cet objectif-ci, la première attente, c'est d'identifier les sites de prélèvement d'eau potable ainsi que leurs aires de protection, donc de vraiment connaître le territoire. De prendre en compte le contenu des plans directeurs de l'eau et des plans de gestion intégrés régionaux euh, pour, pour faire, en fait, pour ensuite prendre les moyens pour préserver les ressources en eau. Donc, avec une bonne connaissance du territoire et puis les recommandations faites par les organismes de bassin versant, on soutient pour prendre les bonnes décisions en protection ou en restauration. Et puis, c'est d'encadrer les lots soit en corridor riverain
et les lotissements résidentiels sans service. En fait, c'est simplement pour protéger justement les rives qui sont plus sensibles, qui servent entre autres à la connectivité écologique, mais aussi qui préservent notre ressource en eau, donc de ne pas trop les dégrader. Il va y avoir des stratégies à développer à ce niveau-là. Donc, comme on dit, là, développer la connaissance de la ressource en eau, c'est ce qui est demandé aux OGAT. Et puis, anticiper les enjeux, connaître les enjeux actuels et anticiper les enjeux futurs. Et puis, ben, développer les outils existants. Donc, dans les démarches complémentaires, il y aura des liens qu'on est en train de développer au Credo avec les organismes de bassin versant. On va s'assurer là, d'avoir des bonnes relations assez fréquentes pour être au fait de ces sujets-là et puis du contenu des PDE pour bien pouvoir recommander au MRC certaines actions à prendre. Et puis, ben, c'est ça, c'est se baser sur les documents qui ont été développés, là, le PDE et le PRMHH. Puis, encore une fois, dans les OGAT, préserver les ressources en eau et encadrer les lots riverains, ben, ça va prendre en gros des réflexions, de la concertation et puis des stratégies réglementaires. Là, ça fait beaucoup de sujets sur lesquels ça prend de la concertation, mais justement, dans le cadre de mon accompagnement, euh, c'est un des services que je peux offrir, là, donc de vous aider à aller chercher ces acteurs-là et puis de nous réunir là, autour d'une table pour discuter de différents enjeux. Donc, avec les MRC, là, ce sera important de garder une communication puis que vous nous communiquiez bien vos besoins à ce niveau-là. Donc, il y a d'autres projets parallèles là, qui ont un impact. On est sorti un petit peu des OGAT, là, on est à part. Vous reconnaîtrez certains éléments que j'ai déjà mentionnés, là, mais le projet Kijimalinan, porté par la communauté Kitigan-Zibian-Nishnabeg, ça se traduit par notre canot. Et puis, ça unit les deux peuples, ben, les peuples autochtones et non autochtones dans un but commun, qui est de protéger le territoire de l'Outaouais et sa biodiversité. Et puis, ce projet-là, en fait, est très fertile, là. Il produit beaucoup d'autres, il finance beaucoup d'autres projets, notamment, là, en partie, le travail que je fais là, l'accompagnement des MRC, mais aussi la création de comités et de groupes internes. J'ai parlé à maintes reprises du GTCO, sur lequel on pilote, mais il y a aussi le groupe de travail aquatique qui va être pertinent euh, dans les questions de l'eau, justement. Et puis, ils financent les MRC pour l'acquisition de données relatives à la biodiversité ou d'autres, là, des aspects culturels, notamment archéologiques, qui seront pertinentes dans la révision des schémas d'aménagement. Il y a aussi de l'acquisition de données qui se fait, d'occurrences d'espèces menacées et vulnérables, tant sur les terres privées que publiques, en fait. Euh, L'équipe de Patrick Gravel sont en train d'identifier les hotspots dans la région, donc voir quels endroits seraient importants à protéger pour la biodiversité. Donc, c'est une autre très belle démarche, un autre très beau projet. Puis, il y a la détermination d'aires protégées, l'initiative autochtone, les APIA, euh, qui est en cours de production, là. Là, j'ai parlé, le Credo, on est en train d'identifier les corridors écologiques de l'Outaouais. Fait que ça, c'est encore une fois des belles ressources là, qui seront accessibles dans vos réflexions. Euh, je, je le défais en trois étapes, disons, ou en trois différentes sections. Il y a la portion sud qui est bien avancée, là. En fait, on voit l'image à droite d'une portion de ce territoire-là. Donc, sur la portion sud, il y a eu des ateliers participatifs qui ont été faits. Il y a aussi, et puis je vais le mettre dans le chat, ou quelqu'un pourra le mettre dans le chat plus tard, mais il y a une participation publique en ligne qui, qui suit son cours, là. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien éventuellement et puis pouvoir contribuer à cette participation publique-là en ligne. Et puis, il y a des ateliers de consultation par secteur, ce qui sera important à faire pour intégrer vraiment toute une vision large à cette cartographie-là.
donc des secteurs d'activité, là, intégrer leurs préoccupations, leurs besoins et tout ça dans les réflexions de la connectivité. Et puis, il y aura une compilation à venir. Pour la portion nord, qui est la majorité du territoire, on a déterminé la méthodologie actuellement. Et puis, il reste à faire la cartographie, là, à identifier les corridors écologiques. Ça va se faire si les prochains, je pense, 6 mois, peut-être un petit peu plus, là, mais euh, ce ne sera pas immédiat. Et puis, il y aura des ateliers participatifs là, en présentiel et en ligne et par secteur d'activité également. Et puis, on compilera l'ensemble des résultats qui auront été obtenus suite à ces consultations-là pour une dernière version de la carte. Et puis finalement, ben, il faut harmoniser le sud et le nord. Donc, on va agencer les deux cartes ensemble. Et puis, ça, c'est peut-être important à mentionner pour les acteurs qui seront au niveau municipal et peut-être des MRC. euh, pour une cartographie qui va être la plus pertinente et véridique, ça va nous prendre là, à ces moments-là, peut-être vers la fin de l'année 2026 ou au début 2027, là, en tout cas au courant 2027 du moins, les dernières données d'aménagement du territoire, parce que ça se peut qu'on ait déterminé qu'il y a un corridor écologique à un endroit, puis que finalement c'est déjà tout développé depuis les dernières années. Donc, ce sera important là, de travailler en concertation avec les villes et les MRC pour savoir si notre carte est représentative de la réalité, puis de l'ajuster aux besoins. Là, je reviens encore sur le groupe de travail de Connectivité Outaouais. En fait, là, c'est un peu le processus qui va se faire là, avec les différents travaux. Les trois boîtes du bas, là, c'est ce qu'on vient de... Ben, en fait, les deux boîtes du bas, c'est ce qu'on vient de parler, là. Il y a le modélisation du sud et modélisation du nord. Plus, on va faire du travail sur la connectivité aquatique. Donc ça va nous aider à faire la cartographie régionale de la connectivité écologique. Encore une fois, qui va vous être disponibilisé, puis on vous accompagnera dans les réflexions, puis comment ça s'appliquerait sur votre territoire. Et puis, ensuite de ça, ben, il y a l'intégration dans les schémas d'aménagement, avec la réflexion parallèle qui se fait sur les normes et les usages compatibles là, dans les corridors écologiques. Et puis ensuite, ça passera là, dans l'intégration dans les plans d'urbanisme et les règlements municipaux. Donc, avec une autre étape là, qu'on fait en parallèle, avec la MRC des Collines, on va travailler avec quelques municipalités pour modéliser ces corridors-là à leur échelle. Donc, ça sera aussi une belle première étape pour nous-mêmes être impliqués et de valider la compatibilité entre les échelles et puis de faire évoluer nos réflexions là, à cet effet-là et de vous en faire bénéficier là, éventuellement. Puis finalement, ben, j'en ai parlé là, de la conservation du 30% du territoire québécois d'ici 2030. Je vous ai dit, c'est la somme des aires protégées et des AMCE. Donc, juste pour votre information, là, les aires protégées, c'est des aires qui ont un statut permanent via une loi cadre. Euh, donc, ça, c'est une démarche qui a déjà été faite, là. Il y avait des appels à projets pour la protection en territoire public méridional. Puis, je pense qu'en Outaouais, il y en avait, c'était quoi, 47, si je ne me méprends pas, le chiffre euh, de, de projets qui ont été déposés. Donc, c'est ça. Éventuellement, ça va faire son cheminement, là. Il y en a qui vont être sélectionnés, puis vous allez être au courant de ce qui aura été sélectionné. Et puis, il y a les autres mesures de conservation efficaces qui sont, c'est pas un statut permanent, c'est pas dans la loi, mais c'est des servitudes et des ententes avec des propriétaires privés, notamment, puis ça, ils doivent être enregistrés au site des registres, sur le registre des aires protégées et des AMCE. Là, en dessous, là, il y a d'autres sujets, d'autres désignations, disons, là, qui sont pas encore finales, mais les aires protégées d'initiative autochtone, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a un appel à projet en cours auprès des communautés. Et puis, bon, je pense que la, la gestion de ces aires-là n'est pas encore certaine. Qui sera gestionnaire
de l'air, là. Sinon, les aires protégées d'utilisation durable, c'est un concept qui est en cours de développement. Il y a un lien d'ailleurs, quand vous aurez accès au contenu de la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien, puis ça mène sur un petit dépliant là, du gouvernement sur cette explication-là. Et puis, je n'irai pas dans les détails, là, mais il y a des mesures de conservation complémentaires qui n'entrent pas dans les aires protégées ou dans la conservation du territoire, dans cette démarche-là. Donc, ça, encore une fois, c'est en développement sur ce que ça va représenter, puis en quoi ça va être utile là, au niveau de la conservation. Et puis finalement, là, je vous propose là, quelques petits liens intéressants. Il y a un outil, celui à gauche, c'est l'outil d'auto-évaluation pour la résilience de l'eau sur notre territoire. Donc, si ça vous intéresse de voir un petit peu c'est quoi la résilience sur votre territoire, vous pouvez vous prêter à cet exercice-là. Sinon, j'ai parlé là, du GIEC plus tôt, donc il y a le lien au rapport synthèse. Et puis, je donnais aussi quelques statistiques plus tôt là, qui étaient dans, qui provenaient en fait d'une publication du Comité consultatif sur les changements climatiques. C'est un autre site Internet sur le site du gouvernement qui est aussi pertinent là, pour toutes les questions à ce sujet-là. Ils ont plusieurs publications différentes. Donc, c'est simplement pour rappeler que bon, il y a d'autres démarches parallèles, puis que chaque acteur, en fait, là, et tout, ça vous inclut tous, est crucial dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Et puis, ces démarches-là vont en fait nous aider à avoir une meilleure pérennité à travers de nos milieux de vie puis de nos activités économiques. Donc, une meilleure pérennité sociétale. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Je vais pouvoir me reposer un petit peu et puis attendre vos questions là, s'il y en a. Vous pouvez tant les poser dans le chat que de voix vive. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Pas de questions des invités. Est-ce qu'il y a des éléments que vous étiez moins familier avec? Est-ce qu'il y a des acronymes qui vous ont perdu finalement? Ou est-ce que tout était clair? N'hésitez pas là, pour peut-être des clarifications si au besoin ou sinon des réflexions, là, ça fait plaisir. Bon. Véronique, Bonjour, ça va bien? allô? Oui, toi? Oui, merci. Merci pour la présentation. Plaisir. Ça me faisait réfléchir là, suite à la question de Gwenaëlle tantôt là, qui accompagnait sur les autres OGAT, mais il y a aussi d'autres ministères qui ont un rôle d'accompagnement plus formel avec chacune des OGAT, dont 1 et 2. Je me demandais comment vous fonctionnez, comment vous vous arrimez avec les quelques ministères qui peuvent aussi avoir un certain rôle d'accompagnement auprès des MRC pour les OGAT sur lesquels vous travaillez. Oui, ben en fait, là, pour répondre à la question de Gwenaëlle, euh, il n'y a pas d'autres, je pense pas qu'il y ait d'autres partenaires là, qui couvrent les OGAT 3 à 9. Donc, mais c'est sûr, les gouvernements sont là pour appuyer les MRC, là, certainement. Mais il n'y a pas d'organisme comme nous qui est dédié à cet accompagnement-là. Donc, nous, en fait, on échange là. Ben, déjà, les MRC sont en contact avec les ministères aussi de leur côté, mais nous, on échange aussi là, de façon récurrente avec les différents ministères. Là. C'est pas rare que j'envoie un courriel là, au ministère de l'Environnement avec différents interlocuteurs. Là. Des fois, côté plus fond, des fois connectivité, des fois environnement. Le ministère de l'Habitation aussi sont certainement là, des interlocuteurs réguliers. Donc, on est beaucoup en contact avec eux là, pour nos questions. Merci.
C'est une question dans le chat, Vincent. Jusqu'à présent, quel obstacle voyez-vous à l'implantation des OGAT? Euh, c'est une bonne question. Quel obstacle? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours le frein de, c'est un peu de ce que j'ai parlé en début en introduction, tu sais, c'est toujours une perception d'être forcé, contraint à faire des choses. Donc, des fois, c'est pas très bien perçu. C'est sûr que nous, notre solution à ça, ça va être de répéter des expériences de concertation, de sensibilisation comme aujourd'hui. Donc, de laisser comprendre au public, en fait, les raisons derrière les changements qui sont apportés. Et puis pourquoi les recommandations sont faites. Donc, c'est vraiment, je pense, les obstacles, ça sera surtout peut-être le manque de compréhension derrière ce qui est proposé. Euh, on est disponible là, au Credo pour aider à faire passer le message, puis aider à vulgariser, puis faire comprendre les liens entre ce qui est proposé. Après ça, c'est sûr que d'autres enjeux, ça sera vraiment de transformer ces orientations-là en règlements, là, donc en normes et en critères pour que ça convienne à tous. C'est sûr qu'il va y avoir des complications là, pour ce qui est de l'application ou au niveau de la permissibilité, tu sais, comment est-ce qu'on peut encourager tant les activités que la connectivité. C'est des fois des maillages qui sont pas faciles à faire, mais ça va faire partie de nos défis. T'as deux autres questions dans le chat. Oui. De Suzanne Young. Est-ce qu'il y a une date limite par laquelle les MRC, pardon, ça bouge en même temps, par laquelle les MRC doivent incorporer les OCAT dans leur SAD? Comment se fait le lien entre le travail des MRC et leur municipalité pour permettre de mettre en œuvre? Ben oui, j'ai présenté un peu l'échéancier au début. Normalement, il y a un 3 ans pour faire ce travail-là. Les MRC doivent intégrer les OGAT en 3 ans, en fait. Mais ça se peut qu'il y ait certains délais là, dans certains cas, là. Comment on fait pour faire le lien entre les MRC et les municipalités? Ben, on encourage la concertation. Nous, on est là. On offre un avis gratuit. Donc, s'il y a des éléments qui sont importants à travailler avec les municipalités, ben, on va être là pour le mettre de l'avant, puis accompagner les MRC là, selon leurs besoins. Fait que je pense que ben, ce sera de faire du travail de concertation, là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, effectivement. Ben, il y aura aussi l'obligation de passer avec une concordance pour les plans d'urbanisme, donc ils n'auront pas le choix de Oui, suivre ce qui aura été mis dans les schémas. tout à fait, oui. Prochaine question. À quel point la CCN et le gouvernement fédéral, en tant que propriétaires terriens de la région, font partie de la concertation et sont intégrés à l'implantation des différentes études et actions à prendre? Et avez-vous témoigné un conflit entre les OCAT et la politique de densification résidentielle du gouvernement provincial? Ben, je vais commencer par la deuxième question, parce que la première, je suis encore en réflexion, mais bon, un conflit entre les OGAT et la politique de densification résidentielle, je pense que non. En fait, je pense que c'est plutôt complémentaire. La politique de densification, en fait, là, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'éviter l'étalement urbain. Donc, c'est sûr qu'en évitant l'étalement urbain, on évite aussi la destruction ou la dégradation de milieux naturels. Cela dit, c'est sûr que dans les milieux urbains, on a besoin de plus de nature parfois. Fait que ce sera par le type d'aménagement qui sera proposé, le type les critères associés au développement qui nous permettra de restaurer ou de conserver les milieux naturels qui sont présents sur place. Pour ce qui est de la première question, ben, honnêtement, le gouvernement fédéral, je n'ai pas de contact du tout, pas de porte d'entrée avec eux. J'ai écrit à la CCN pour savoir un petit peu quel était le statut du parc de la Gatineau, mais c'est pas mal tout. Donc, c'est pas un statut juridique, mais c'est quand même un statut qui permet
une protection, et donc sa considération là, par le gouvernement du Québec dans le 30% d'air protégé. Mais c'est assez limité, effectivement, à ce niveau-là. Je ne sais pas, en même temps, ce sont des politiques là, qui proviennent du palier provincial, donc le palier donc, canadien a moins à jouer à ce niveau-là. C'est vraiment des responsabilités qui sont provinciales et régionales, municipales. On peut peut-être prendre la question une main levée. Oui. Christelle? Oui, désolée, je suis passée sur mon téléphone. C'est moi qui ai posé la question par rapport au gouvernement fédéral et à la CCN, parce que là, je travaille à BGS en tant que gestionnaire en environnement pour gérer les bâtiments fédéraux à Gatineau. On essaye, nous, de s'impliquer régulièrement avec la CCN dès qu'on a des travaux à l'extérieur, etc. C'est comme on a beaucoup de données qui existent, que ce soit écologique, etc. C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour vous dans vos projets d'obtenir. Donc, si vous avez besoin de contact ou quoi que ce soit, moi, je peux essayer de trouver les bonnes personnes à PSPC qui pourraient vous répondre, puis aussi voir qu'est-ce que nous, on peut vous envoyer comme information qui pourrait vous aider. Là. Donc, c'est ça. Oui, merci, c'est gentil de proposer. Je pense que ça va nous intéresser. Ça peut faire justement alimenter les réflexions qu'on a en termes d'air protégé, puis de conservation, puis de connectivité là, dans le sud du territoire, j'imagine principalement. Là. Fait qu'on serait preneur, effectivement, de ces contacts-là, et puis des informations à ce niveau-là. Donc, on avait Nadia qui posait qu'on voit de plus en plus de développement dans les milieux naturels comme à Mayo et l'Ange Gardien. On voit de plus en plus de projets résidentiels. Effectivement, présentement, on est encore à l'étape des OGAT. Ça n'a pas encore été intégré dans les schémas d'aménagement. Donc, d'ici les 3 prochaines années, ça risque de se reproduire et puis d'être moins contrôlé. Les OGAT, jusqu'à temps que le schéma d'aménagement soit intégré, ben, en tout cas, quand ça sera intégré, plutôt, ça va permettre d'avoir un cadre un peu plus serré, disons, sur le développement là, immobilier qui se fait. Je pense que c'est toutes les questions, on n'en a pas oublié. Christelle, tu as ta main ouverte, je ne sais pas si c'était un oubli. Désolée, c'est un oubli, j'enlève ma main. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Annick? Oui, allô. Merci beaucoup, Vincent, pour la présentation. Caméra, oui. Écoute, je me demandais, puis là, c'est peut-être pour plus tard, là, mais tu sais, Habitat, l'organisme Habitat Nature là, de Jérôme Duprat, qui a comme développé toute une méthodologie pour identifier les fonctions écologiques du territoire. Là. Ils l'ont fait pour la ville de Gatineau. Est-ce qu'il y a comme un intérêt pour le gouvernement du Québec d'adopter la méthodologie pour l'ensemble du territoire ou comment ça pourrait servir là, à la mise en œuvre des OGAT? Je sais pas, moi je suis pas au courant de cette démarche-là de déterminer les fonctions écologiques. Je sais pas, Raphaël, si toi tu es au courant de ça. Ben, Annick, tu fais-tu référence à... C'est comme une carte interactive là, qui a été publiée, puis là, on peut voir un peu les différents aspects liés au milieu naturel. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. J'avais Si vu, tu c'est super regardes intéressant. sur le site, là, il l'a fait pour plusieurs villes, mais dont je pense peut-être juste une ou deux au Québec. Là. Mais c'est toute une, tu sais, une méthodologie basée sur la science, puis tu sais, je sais pas comment, c'est quoi leur intention, eux autres, là, tu sais, de continuer. Est-ce que ça liste les services écologiques ou la valeur des services écologiques? C'est quoi, quel objectif est Ouais, ben, C'est recherché? multiple. c'est Il y a ça, plusieurs visions des milieux naturels, autant sur les services écosystémiques rendus que
sur l'aspect culturel. Il y a comme vraiment, tu peux comme sélectionner de quelle façon tu visionnes le territoire. C'est vraiment bien fait. C'est une bonne OK. question, Annick. Je ne sais pas s'il y a des intentions pour élargir ça à l'ensemble du Québec, mais c'est sûr que ce serait super pertinent. Ouais. Mhm. Ben, tu sais, j'invite les gens là, des différentes municipalités à regarder ça. Je vais mettre le lien dans le chat. Oui, merci. On a d'autres questions. Il reste encore 5 minutes, là. Gênez-vous pas s'il y en a. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut se lancer vers la clôture. Je vous remercie tout le monde de vous être présenté et d'avoir posé vos questions. C'est très apprécié. Pour un premier webinaire, je suis assez content de la quantité de participants. Puis, c'est ça. Je vous remercie de votre présence.